Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer des arcs de cercle. Première des choses donc, on va chercher l'outil arc ici qui se trouve ici. On a trois manières différentes de tracer des arcs. Je vais prendre le premier, l'arc par son centre. Alors je sélectionne le plan de face pour dessiner sur celui-ci. Je retrouve ici mes trois options de tracé d'arc de cercle. Le premier étant arc par son centre. Je peux ici fixer, primo, ici le centre. Je décide de l'aligner avec l'origine. Je clique. Je viens de fixer le centre de l'arc de cercle. Je n'ai plus qu'à éloigner mon pointeur ici pour fixer le rayon et la première extrémité de l'arc. Je clique, alors dans un sens ou dans l'autre, vous voyez, je peux donc tracer mon arc de cercle ou dans l'autre sens. Voilà. Donc à vous de voir la portion d'arc que vous voulez conserver et je clique pour placer la deuxième extrémité de mon arc. Je fais clic droit, sélectionner ici pour vous montrer qu'on peut rejouer ici, remodifier le positionnement des différents points d'extrémité de l'arc. Également son centre. Regardez, je peux même venir le fixer sur l'origine, le rendre coïncident, lui ajouter une relation définitive ici. Le laisser libre, flottant, ou lui imposer cette position ici à son centre. Ce qui fait que maintenant, je peux toujours jouer sur les extrémités, sur le rayon, mais je ne peux plus déplacer le centre car j'ai créé ce qu'on appelle une relation. On verra dans les futures vidéos comment travailler sur ces relations. Donc je supprime en le sélectionnant tout simplement par clic gauche, supprime au clavier, et je vais voir maintenant la deuxième option d'arc ici, l'arc par 3 points. Alors comme son nom l'indique, il faut tracer 3 points. Le premier, le deuxième, et alors c'est pareil dans un sens ou dans l'autre, et je donne ici le rayon, l'inclinaison, la position de l'arc, et je clique pour positionner mon troisième arc. Clic droit, sélectionner, pareil. Vous voyez, si je déplace par clic aiguisé le centre, je déplace l'ensemble de l'arc. Pareil, j'ai la possibilité de changer pas mal de positionnement ici, d'un côté ou de l'autre de l'arc. Et je peux également contraindre comme je l'ai fait précédemment. Et je peux rallonger mon arc, changer donc, modifier la longueur de l'arc par 3 points. Je le supprime également. Et je vois la dernière manière de tracer un arc, c'est un arc tangent, mais pour cela il faut d'abord commencer par tracer une ligne. Je vais tracer ici une ligne horizontale, échappe au clavier pour se débarrasser de l'outil ligne. Je peux maintenant sélectionner ici l'arc tangent. Alors tangent à une entité. Je viens pointer ici l'extrémité du segment et hop, vous voyez que je peux tracer un arc ici tangent d'un côté ou de l'autre. Alors ici je suis exclusivement côté droit. Si je reviens sur le point de départ ici, j'ai la possibilité de changer l'orientation de mon arc. Comme vous pouvez le constater, on est déjà à 4 positions différentes. Alors je reviens encore une fois et regardez, encore une fois, je reviens. Alors regardez l'inclinaison qu'on peut donner. On est vraiment en train de tracer un arc tangent dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Échappe au clavier pour se débarrasser de l'outil. Une autre manière de tracer un arc, je vais sélectionner tout ça, supprimer au clavier. Je retrace une ligne ici. Hop, je relâche le bouton, je trace une ligne parfaitement horizontale. Et regardez, là je suis prêt à tracer une deuxième ligne. Mais si je fais clic droit avant de la tracer, j'ai ici, alors peut-être que vous ne voyez pas dans la capture, voilà, ici, basculer à un arc ou tout simplement la touche A du clavier. Si je bascule à un arc, je transforme mon outil ligne en un outil arc de cercle. Et je retombe dans la même configuration que l'arc tangent. Donc je peux revenir, retracer mon arc tangent. Alors si je décide de changer d'avis et revenir sur l'outil ligne, clic droit, basculer à une ligne ou la touche A du clavier. Et là je reviens donc à un tracé de ligne. Alors si je clique là et je reviens ici sur le point, voilà, en revenant sur le point, je passe de l'outil ligne à l'outil arc tangent. Vous voyez, et je rebascule du coup à l'outil ligne ici. Hop, et si je reviens ici sur le point, voyez, je repasse à un outil arc tangent et je peux fermer mon contour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer des cercles dans une esquisse. J'ouvre un nouveau document de pièces. OK.
Alors pour tracer un cercle, il faut au préalable ouvrir une esquisse, mais je peux très bien obtenir ce résultat en allant directement sur l'outil cercle ici. Je constate que j'ai possibilité de tracer différents types de cercles. Cercle ici, cercle normal ou par son périmètre. On prend le cercle normal. Alors, il faut choisir le plan d'esquisse, on va dire le plan de face, il est devant moi, j'en profite. J'ai donc ces deux options ici qui réapparaissent ici, donc le cercle normal par son centre peut être tracé. Je clique une première fois pour obtenir le centre, et là en me déplaçant, vous voyez, je vais fixer le rayon du cercle. Donc là, je peux cliquer une deuxième fois pour obtenir mon cercle. Je vais en tracer un de la même manière, mais cette fois je ne relâche pas le bouton. Je le relâche une fois que j'ai positionné mon pointeur pour fixer le rayon. Voilà, et je refais une troisième fois ici, la même chose, pour obtenir un troisième cercle. Prenons l'option numéro 2 ici, le cercle par son périmètre. Je vais commencer par lui dire, je veux que mon cercle passe par ce point, par ce deuxième point également, et pour finir, regardez une relation ici avec le troisième centre qui sera le troisième point de mon cercle par son périmètre. Si je valide mon esquisse, voilà, j'ai dessiné donc ici 3 cercles en utilisant 2 méthodes différentes. Ceci conclut donc ce tutoriel sur comment tracer un cercle dans une esquisse. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des relations dans une esquisse. J'ouvre un nouveau document ici de pièces et je clique sur OK. Ici, donc maintenant, dans ma pièce 1, je vais choisir l'outil ligne et je vais esquisser sur le plan de face que je sélectionne. Alors, je trace une ligne ici. Avant de positionner le deuxième point, regardez le petit symbole en jaune au niveau de mon pointeur de ligne. On voit bien un petit segment horizontal, ce qui m'indique que ma ligne, dans cette position, va être horizontale. Si je clique, regardez le symbole qui est venu se positionner juste à côté. Maintenant, il est vert, m'indiquant que ma ligne possède une relation horizontale. De la même manière, je peux ici être vertical ou toujours horizontal. Et regardez le petit symbole blanc ici m'indique que la ligne que je vais éventuellement tracer va être horizontale, mais également alignée verticalement avec l'origine, comme l'indique la ligne de rappel en pointillé bleu. Je trace une ligne ici verticale. Voilà. Si je place ma souris sur une des entités, le logiciel génère des lignes jaunes, des lignes qui me donnent une relation, un positionnement par rapport à l'entité sur laquelle j'ai positionné mon pointeur sans cliquer. Donc ici, effectivement, je vais être parallèle à cette ligne ou perpendiculaire à cette ligne. Je fais clic droit sélectionner pour le moment. Je reprends l'outil ligne ici, je vais continuer à tracer ici des entités comme ceci. Clic droit sélectionner. Si je veux positionner de nouvelles entités par rapport aux entités qui sont déjà dessinées ici, je peux tout simplement sélectionner la ligne, l'entité, avant de resélectionner mon outil ici de ligne par exemple. Quel que soit l'endroit où je vais me positionner, par exemple ici, regardez ce que me fait le logiciel, cette ligne de rappel jaune est parfaitement parallèle à la ligne ici que j'ai sélectionnée avant de prendre l'outil ligne. Ou si je suis cette ligne de rappel ici, je serai perpendiculaire à l'entité que j'ai sélectionnée. Je vais tracer cette ligne ici. Regardez maintenant les symboles verts ici avec le numéro qui est juste à côté. J'ai ici le chiffre 0 et les deux symboles de parallèle, m'indiquant bien que ces deux entités sont parallèles. Si je veux me positionner par rapport à une nouvelle entité tout en ayant toujours l'outil ligne actif, je viens positionner mon pointeur dessus. Voilà, et j'ai des nouvelles lignes de rappel en jaune qui apparaissent, m'indiquant ici que je serai parallèle à cette ligne, et ici que je serai perpendiculaire. Je peux à nouveau créer une relation de parallélisme ici entre ces deux entités. Alors, clic droit sélectionné pour enlever l'outil ligne. Alors on voit bien que ces deux segments sont parallèles, et ces deux-là également, car ils portent le même numéro, le numéro 1. Si je clique sur la relation, ou plutôt que je double-clique, ici, dans mon arbre, je retrouve ligne 5, qui est ici en gras bien bleu, et ligne 7, qui sont parallèles. Je peux supprimer cette relation ici, tout simplement avec l'outil, avec la touche du clavier supprime, pardon.
On voit bien que les symboles ont disparu. Si je valide ici, je n'ai plus le parallélisme. J'annule ce déplacement et j'annule la suppression. Regardez maintenant si je déplace une ligne, sachant qu'elle est restée parallèle à l'autre. Le déplacement fait qu'elles resteront constamment parallèles, ce qui est valable pour ces deux lignes-là exactement. On peut modifier et conserver ces relations parce qu'on a dessiné en imposant les relations. Continuons encore à explorer les relations dans les esquisses. Je sélectionne un peu toutes ces entités et je supprime au clavier. Je vais sélectionner cette fois l'outil arc par 3 points. Alors, je place mon premier point, mon deuxième point et je donne ici l'arc par un troisième point. Je vais tracer un deuxième arc en partant du dernier point ici. Alors voilà le deuxième point et je vais plutôt lui donner une orientation, voilà, et m'arranger pour qu'il soit aligné ici, pour qu'il soit tangent. Comme vous pouvez le constater, tout de suite ici j'ai le symbole vert m'indiquant que ces deux arcs sont tangents. J'en trace un troisième en partant encore d'ici. Alors mon deuxième point, et là volontairement je vais essayer de ne pas être tangent, voilà, comme ça je ne le suis pas et je trace mon troisième arc de cercle. Clic droit, sélectionner. Ceci afin de vous montrer comment ajouter des relations. On peut sélectionner cet arc. Touche contrôle du clavier enfoncé, vous venez sélectionner le deuxième arc. Et ici vous avez les différents symboles de relations que vous propose le logiciel. Si vous ne les connaissez toujours pas, vous pouvez venir regarder ici dans l'arbre. Vous avez, en fonction des entités que vous avez sélectionnées, toutes les relations que vous propose SolidWorks. Coradial, tangente, concentrique, égale et fixe. Certaines parlent d'elles-mêmes. Moi je veux une relation tangente, je clique. Voilà ce qui a rendu les deux arcs tangents et on a bien le deuxième symbole de tangence ici qui est venu s'ajouter. Alors je continue. Si par exemple je sélectionne cet arc et qu'ensuite je me dirige vers l'outil ligne ici et que je trace une ligne en partant d'ici par exemple. Alors, regardez, vu que l'arc a été sélectionné juste avant de sélectionner l'outil ligne, j'ai ici trois lignes jaunes qui m'indiquent si je suis celle-ci, je serai tangent de ce côté. Celle-là, je serai également tangent de ce côté. Et si je suis celle-là, je passe par le centre. Donc sélectionner une entité avant d'en tracer une autre me permet de positionner justement mes entités. Je peux venir positionner mon pointeur sur un autre arc, une autre entité, pour voir les possibilités qui me sont offertes ici. Et pareil pour cet arc ici, vous voyez que j'ai mes lignes ici, une qui passera par le centre et l'autre qui sera tangente. Traçons par exemple ici un segment tangent. Et clic droit, terminer la chaîne. Si je clique sur un des arcs ici avant de commencer avec l'outil ligne, justement, hop, tout de suite, vous voyez, là il me donne la possibilité en se mettant sur cette ligne d'être tangent à cet arc, ou ici, coïncident, hein, passant par le centre de l'arc ici. D'accord? Donc si je fais clic droit, terminer la chaîne, je peux faire ça exactement aussi sur un autre arc, regardez, voilà, là en étant là, je suis tangent. Et ici, je passe par le centre. Donc je peux être tangent, ici, clic droit, terminer la chaîne. Clic droit, sélectionner pour me débarrasser de l'outil ligne. Vous avez ici le bouton afficher, supprimer les relations et on peut le développer pour voir. On a la possibilité d'afficher, supprimer les relations. Donc ici, vous avez ici toutes les relations répertoriées dans votre esquisse et vous pouvez les sélectionner une par une pour les supprimer ici si par exemple vous voulez vous en débarrasser. Je peux aussi également accéder à ajouter des relations. Cette boîte de dialogue me permet de sélectionner des entités. Je vais sélectionner plusieurs entités, par exemple ici. Et j'ai ici la possibilité d'obtenir différentes relations qui me sont proposées par SolidWorks. Je peux clic droit, supprimer les sélections. Je vais sélectionner par exemple ces trois arcs ici. Quelle relation je peux ajouter? Je vais demander à ce qu'ils soient égaux. Voilà, j'ai trois arcs égaux. Je valide. Alors les relations peuvent être ajoutées manuellement en accédant à la boîte de dialogue ici. Ajouter des relations. Afficher, supprimer les relations directement pour voir les relations présentes dans mon esquisse et éventuellement en supprimer. Et également, comme je vous l'ai montré, en traçant directement, avant de tracer, vous sélectionnez une entité, vous choisissez un outil et automatiquement, vous allez pouvoir avoir ici des lignes de rappel jaunes qui vont vous permettre de vous positionner par rapport aux entités présélectionnées. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, tracer des rainures dans une esquisse. J'ouvre un nouveau document, 2 pièces, et je clique sur OK. Sur le plan de face, ici, je clique
et je choisis esquisse. Automatiquement l'onglet esquisse est activé. L'outil rainure se trouve juste ici. J'ai 4 rainures possibles. Si je prends rainure, je retrouve ces 4 options ici. Immédiatement en dessous, la possibilité d'ajouter des cotes comme c'est le cas là maintenant. Soit la longueur totale, soit de centre à centre. On va conserver ces options-là. On va tracer notre première rainure qui doit être tracée en 3 clics. 1, 2, 3 comme l'indiquent les numéros ici. Je m'aligne volontairement sur l'origine. Premier clic, je me déplace. Deuxième clic, et là si je déplace ma souris, je peux fixer la largeur de ma rainure. Donc troisième clic. Et j'ai bien les dimensions qui ont été installées. Je peux en tracer une autre, celle par son centre. Donc premier clic, le centre. Ensuite, vous voyez, on peut déjà donner de l'inclinaison, ou rester parfaitement horizontal comme l'indique le petit symbole jaune. Deuxième clic. Et je glisse encore pareil. Troisième clic pour fixer la largeur. Ici, une rainure courbe par 3 points, comme un arc par 3 points. Premier clic ici, vous voyez bien, hop, deuxième clic, et là je fixe le rayon. Troisième clic, et le quatrième clic pour fixer l'épaisseur. Pareil, rainure courbe par son centre. Cette fois, le premier point, c'est le centre. Ici, le rayon. Hop, clic numéro 2. Voilà. Vous fixez le rayon ici, plus la longueur. Hop, et là, la largeur. Et à chaque fois, on a créé des dimensions parce que c'était coché ici. Si je dessine une nouvelle, je peux très bien ici ne pas avoir de dimension. Par contre, j'aurai moi-même à positionner grâce à l'outil cotation. Alors cet outil est très pratique parce qu'il permet d'obtenir des formes qui, dans les versions précédentes de SolidWorks, étaient obtenues, enfin version précédente, en tout cas avant la version 2008, ça j'en suis sûr. La version 2007 ne comportait pas cet outil-là. Voyons dans cette vidéo comment dessiner des ellipses. Nouveau document en 2 pièces toujours, ok. Plan de face, je clique pour ouvrir une esquisse. L'ellipse se trouve ici, et j'ai 3 ellipses possibles. Ellipse, ellipse partielle et parabole. Commençons par une ellipse. Je vais volontairement commencer sur l'origine pour vous montrer qu'en fait, la première chose que vous faites, c'est placer le centre. Et ici, la moitié de la longueur, donc de l'ellipse finale. Et une fois là, vous allez fixer la largeur ici. Et je clique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxième type d'ellipse, l'ellipse partielle. Donc c'est à peu près la même chose. Je clique pour définir le centre, la longueur. Ensuite, la largeur ici, et je clique, et une dernière fois, un clic de plus pour fixer la longueur de l'ellipse. Comme cela. Le dernier, parabole. Pareil, première chose à faire, c'est de dessiner le centre, l'axe. Voilà, là vous donnez l'orientation. Vous avez la possibilité de voir les relations, comme ici l'axe est vertical. Je clique et ensuite on fixe la longueur de la parabole. Voilà donc comment utiliser l'outil ellipse dans les esquisses. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser au mieux l'outil cotation. Donc ici, je suis prêt à ouvrir un nouveau document de pièces. OK. Je crée comme d'habitude une esquisse tout de suite sur le plan de face. C'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Et je prends l'outil ligne ici. Alors quand on veut tracer une ligne, on clique pour son premier point et regardez là immédiatement les valeurs que vous avez à côté de votre pointeur qui changent quand vous vous déplacez. Vous avez exactement ici à peu près une dimension approximative, il ne faut pas se baser là-dessus, s'appuyer là-dessus pour essayer d'obtenir un chiffre exact, sinon vous allez vraiment batailler et ça sera quasiment impossible. C'est pas comme ça qu'on dimensionne, ça c'est juste une approximation pour se faire une idée de la longueur ou des dimensions des entités que l'on est en train de tracer. Là j'ai un segment d'à peu près 34 mm. Voilà, si je veux tracer un trait d'à peu près 150, je me positionne à peu près comme ça, voilà, et je relâche. Si je prends l'outil cercle, quand je
clique pour positionner mon centre. L'information qui m'est donnée cette fois, c'est le rayon du cercle. Je sais que j'ai un cercle de rayon à peu près 30 mm. Si je prends maintenant l'arc par son centre, et je clique sur le centre, j'ai ici le rayon, une approximation du rayon, 100 mm à peu près, et si je clique, voilà, vous avez l'angle en degrés de votre arc, environ 50 degrés. Et si je clique, voilà. Échappe au clavier pour se débarrasser de l'outil arc. Je reprends l'outil ligne. Quand je trace une ligne, donc, ici, on a une information sur l'angle. Voilà. Quand je suis là, on voit bien que je suis à 180 degrés. 135 par rapport au premier point. Ici, 45 degrés. 90 degrés. Donc, on sait qu'on a à peu près un segment oblique qui est à peu près à 45 degrés. 45 degrés même. Et qui fait à peu près 50 mm. Voilà. Échappe. J'ai tracé un trait d'environ 50 mm à 45 degrés par rapport à ce point ici. Continuons par exemple maintenant avec l'outil rectangle. Si je dessine un rectangle, voilà, vous avez une valeur x et une valeur y qui correspond en fait à longueur et largeur. Voilà, là j'ai réussi à obtenir un x et un y égal. Donc ça veut dire que là je vais créer un carré plutôt qu'un rectangle. Si je relâche, comme vous pouvez le constater ici, vous avez une relation égale avec le numéro 1, m'indiquant bien que j'ai dessiné un carré. Donc j'ai généré une relation avec le glissement ici en respectant les dimensions. Échappe au clavier pour enlever l'outil rectangle, je vais tout sélectionner ici et supprime au clavier. Une fois ceci, je reprends l'outil rectangle ici. Je vais dessiner un rectangle comme ceci. Je prends l'outil sélectionné. Vous voyez bien qu'ici, on peut déplacer chaque sommet ici comme on le souhaite pour redimensionner. Notre esquisse est bleue et elle est sous contrainte. On va essayer d'installer une relation ici. Donc je vais sur ajouter des relations et je vais demander à ce point et le point d'origine ici d'être coïncidents. Je valide cette relation. Comme vous pouvez le constater, deux segments ici sont devenus noirs, les autres sont restés bleus. Ce point ici peut encore être déplacé pour redimensionner mon rectangle. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai contraint ce coin ici avec l'origine. Donc le rectangle restera constamment positionné en ayant pour origine ici le coin inférieur gauche. Bon, on va à présent appliquer quelques dimensions. Pour cela, je vais sélectionner ici l'outil cotation intelligente. Lui aussi a plusieurs options. Cotation intelligente, horizontale, verticale, etc. On verra ça plus tard. On commence par une cotation intelligente ici. Je clique et je me déplace. Et je reclique pour placer ma cote. J'ai la fenêtre qui apparaît, me permettant d'insérer une valeur. Le texte étant sélectionné, j'ai juste à taper au clavier numérique ma valeur. 50 par exemple. Avant de valider, je peux reconstruire ici. Si je clique sur ce petit feu vert, j'ai la modification qui se met à jour tout de suite, sans pour autant avoir encore validé. Je validerai en cliquant sur cette coche verte, où je peux annuler cette dimension. D'autres boutons ici, comme inverser le sens de la cote. On peut, vous voyez, descendre la cote. On voit bien que la valeur ici dans la fenêtre a pris le signe moins. On aurait très bien pu aussi le taper manuellement. Donc, on revient dans le positif, 50 mm. Vous pouvez incrémenter votre cote ici. Alors on voit bien ici que l'incrémentation est de 10 mm à chaque fois. Peut-être que cette valeur ne vous convient pas. Dans ce cas, il suffit de venir cliquer ici, la remplacer par votre valeur à vous, 5 mm. Entrée. Voilà, maintenant quand je monte ici, ça monte de 5 mm. Ou ça descend de 5 mm. La possibilité de marquer la cote qui pourra être ensuite importée dans une mise en plan. Par défaut, celles-ci sont toutes marquées. Donc si je décoche ça, je ne verrai pas la cote et je ne pourrai pas l'importer dans les mises en plan. Donc c'est bien aussi de laisser ça. On pourra bien entendu dans une mise en plan supprimer les cotes que l'on veut. Une fois que j'en ai fini avec mes réglages, je peux valider ici. Vous avez ici une molette qui vous permet également d'ajuster la dimension directement, comme une roulette ici. Voilà. Et on a ici ajouter une équation, etc. Voilà, on valide déjà ceci. Alors maintenant, il y a un segment en plus qui est noir, c'est celui-ci. Mais l'esquisse est toujours sous contrainte.
effectivement, vous voyez qu'il y a un segment qui est encore bleu. Si je fais clic droit pour sélectionner, je prends ce segment, je vois bien que je peux encore dimensionner. Donc pour contraindre complètement cette esquisse, il suffit de rajouter une dimension qui correspond ici à la longueur. Alors on va mettre 80 mm. Je valide. Vous voyez comme maintenant, votre rectangle est complètement contraint. On aurait pu ajouter une relation d'égalité pour obtenir un carré. Hein. Et là on a bien ici le message totalement contrainte. J'annule ceci pour vous montrer juste une chose. Je supprime par sélection manuelle la dimension pour re-sous-contraindre l'esquisse et je valide l'esquisse ici. Regardez, quand une esquisse est sous contrainte, même si celle-ci est inactive, vous verrez ici le signe moins devant le nom de votre esquisse. Je clique pour rééditer l'esquisse. Je refixe ma cotation 100 mm. Et là, je valide mon esquisse. Le signe moins a disparu. L'esquisse est totalement contrainte. Je vais rééditer une nouvelle fois mon esquisse. Ici, je clique dessus, éditer l'esquisse. Et volontairement, je vais rajouter une dimension ici. Je vais rajouter une dimension que j'ai déjà fixée de l'autre côté. Regardez la réaction de SolidWorks. Rendre la cote pilotée, point d'interrogation. Il me dit ajouter cette cote rendra l'esquisse sur contrainte ou sera impossible à résoudre. Est-ce que vous voulez l'ajouter en tant que cote pilotée à la place? Effectivement, il y a déjà la même cote ici qui est fixée. Pour lui, il y a une mésentente. Donc, on va laisser rendre cette cote pilotée et on clique sur OK. Si je désélectionne tout, regardez votre cote ici, elle est grise. Cela sous-entend que c'est une cote pilotée. On va aller un peu plus loin dans tout ça. Je fais clic droit sélectionner et je sélectionne tout ceci et supprime au clavier. Nous allons partir maintenant sur le dessin d'un triangle. Donc, je prends l'outil ligne et je dessine ici les segments qui vont former un triangle rectangle. Voilà, étant arrivé au premier point ici, l'outil ligne a compris que j'avais terminé mon contour. Prenons l'outil cotation intelligente. Je cote ici ce côté-là. Je vais mettre 30 mm. Ensuite, celui-ci. Je vais mettre 40 mm. On peut coter par exemple l'hypoténuse ici. Alors si je clique sur un segment oblique, j'ai trois manières différentes pour le coter. Parfaitement vertical ici, parfaitement horizontal ou à l'oblique. Alors ça peut être parfois instable. Quand vous avez choisi une position, je vais choisir l'oblique. Regardez votre symbole, votre pointeur. Il y a une petite souris avec le bouton droit en orange. Donc il m'indique que le bouton droit a une fonction ici. Si je clique sur le bouton droit, regardez, le cadenas. Je viens de verrouiller l'outil de dimension à cette position oblique. Pour déverrouiller, je reclique droit. Et là, je peux à nouveau changer l'orientation. Reclic droit pour verrouiller. Et là, regardez, vous vous déplacez, vous resterez constamment dans une cotation horizontale. Je déverrouille donc et je reverrouille ici sur la position oblique et je pose cette cote. Et là, même problème que tout à l'heure, rendre la cote pilotée. Rendre cette cote pilotée va nous permettre de transformer cette cote en une cote de référence qui nous apportera une information. Je clique sur OK. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle est grise. Clic droit pour choisir l'outil sélectionné. Alors mon esquisse est sous contrainte. Pourquoi? J'ai pourtant mis pas mal de dimensions. Eh ben, en fait, elle se déplace. Alors je vais tout simplement choper ce coin et plac, le contraindre sur l'origine et bingo, mon triangle est noirci, esquisse totalement contrainte. Alors revenons sur cette cote de référence ici de 50. Elle m'indique ici la longueur de l'hypoténuse. Si je modifie ce côté-là par exemple, à 60, et que je valide, regardez, du coup j'ai cette cote pilotée qui me sert de référence et qui m'indique constamment la longueur de l'hypoténuse. Je peux par exemple passer ici à 40, je valide, et on voit encore une fois l'hypoténuse se mettre à jour. La différence entre une cote pilotée et une cote pilotante, la cote pilotée sert de référence, la cote pilotante contrôle les autres. Et regardez par exemple si vous essayez de la modifier cette cote, double-clic sur la cote pour la modifier, et là, on me dit la cote sélectionnée est une cote pilotée, sa valeur ne peut pas être changée. Alors on va supprimer cette cote pour le moment. On va reprendre l'outil cotation et on va recoter
Alors je verrouille dans ce sens, voilà, mais je vais dire cette fois laisser cette cote pilotante. Et je clique sur OK. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a un message sur contrainte. L'esquisse est sur contrainte. Cliquez ici pour résoudre le conflit. On va cliquer. Objet impossible à résoudre, conflit d'objet. Alors on est dans le cas de conflit d'objet parce qu'on a la couleur jaune ici, comme la légende l'indique. Alors, quand on est en surcontrainte, c'est que soit il y a trop de dimensions, soit il y a trop de relations, des relations qui gênent. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut résoudre ce problème. Là, l'esquisse est simple, c'est un triangle, mais vous allez voir que vous pouvez vite vous retrouver confronté à des esquisses beaucoup plus complexes et donc à des conflits ou des objets impossibles à résoudre. Il faudra constamment veiller à corriger vos esquisses. Ici, sur contrainte, si je double-clique comme indiqué sur surcontrainte ici, j'ai appuyé sur diagnostiquer pour trouver des solutions ou réparation pour lister toutes les relations avec des erreurs. Donc il va falloir choisir une des options ici. Alors on va commencer par cliquer sur diagnostiquer ici. Le diagnostic est simple, vous avez les résultats. Solution montrée, apparemment 5 solutions possibles. La première ici, il m'indique que je dois supprimer cette relation ou cette cote de 60. Ici la cote de 40. Donc là voilà, tout à l'heure c'était la relation, maintenant c'est la cote de 60. Là il me propose de supprimer la cote de 72. Et là il me propose de supprimer la relation. Une fois que j'ai choisi la solution, je clique sur accepter. Je peux également cliquer sur réparation manuelle ici pour voir les différentes solutions qui me sont proposées. Et je peux, par exemple, si je veux supprimer la cote de 40, je peux ici l'effacer. C'était une des solutions qui m'était proposée de toute façon. L'esquisse peut maintenant trouver une solution valide. On a un message qui est vert, donc positif. Bien entendu, c'était peut-être pas nécessaire de passer par tout ce rapport d'erreur et ces solutionnements. C'est facile à comprendre qu'il y avait une cote en trop. Cet expert, là, le sketch expert, peut s'avérer très utile. Une fois que j'ai solutionné mon problème, je valide. J'ai bien une esquisse maintenant qui est totalement contrainte, toute noire, et non sur contrainte, toute rouge. On peut voir encore une chose, par exemple, si je supprime ici cette cotation par simple clic et supprime au clavier, pour laisser que cette dimension de 60, quand vous sélectionnez une cote par simple clic, si vous vous placez sur la cote, voilà, ici par exemple, on voit bien les symboles ici qui changent. On a la possibilité de changer la cote. Par exemple, si je viens ici, vous voyez que là, je vais pouvoir coter cette dimension-là. J'ai déplacé ma cote. Et je peux la repositionner, bien sûr, comme je le souhaite. Je vais tracer ici un cercle, avec le centre aligné avec le sommet de mon triangle. Et je reprends l'outil cotation. Je vais mettre une cote ici entre ce point et le cercle. Vous remarquez que quand vous cliquez sur un cercle, la cotation va jusqu'au centre du cercle. Ici, je clique pour placer ma cote. Je vais conserver cette valeur-là, ça n'a pas d'importance. Ensuite, pour vous montrer, clic droit sélectionner, lorsque je sélectionne ma cote ici, et que je viens me placer jusqu'à obtenir ce petit icône ici, pas celui-ci, hein, celui-ci. Je clique et je maintiens appuyé le bouton gauche de la souris, et je peux ici changer la cote. Je peux par exemple demander à ce que la cote soit tangente avec le cercle. Vous voyez que la valeur s'est mise à jour. D'accord? Je prends le centre du cercle, je lui rajoute une relation fixe, pareil pour le cercle, et je quitte. Encore une petite chose que je voulais vous montrer concernant l'outil cotation, je vais rééditer mon esquisse. Cela concerne la cotation des arcs. Je vais prendre par exemple ici un arc par son centre. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre l'outil cotation. Alors l'arc ici, si je clique sur l'arc, par son centre, je peux installer son rayon. Échappe au clavier. Je peux accéder à l'outil cotation par clic droit au fait. Clic droit. Cotation intelligente directement accessible ici. Et là vous pouvez, en cliquant sur le premier point et le deuxième point, et en cliquant à nouveau sur l'arc, regardez, vous pouvez donner la longueur, le périmètre, d'accord, de l'arc. Ici, il va avoir une longueur de 74 et quelques. Si je clique, vous voyez la différence de cotation ici. Dans cette leçon, nous allons aborder la fonction base bossage extrudé. C'est une fonction qui permet d'ajouter de la matière
à un contour que vous avez dessiné auparavant. Je sélectionne le plan de dessus afin d'y insérer une esquisse. Celui-ci se place face à moi. Je vais dessiner un carré. En partant de l'origine, là, mon pointeur m'indique bien que je crée une coïncidence ici. Avec l'outil cotation, je peux immédiatement coter un des côtés, 50, et clic droit, sélectionner, je sélectionne ce côté, touche CTRL enfoncé, ce côté, je les rends égaux. Je valide cette relation. Voilà mon esquisse totalement contrainte. Alors il y a deux manières d'aborder les fonctions, et en particulier notamment cette fonction ici, bossage extrudé. On peut valider notre esquisse et cliquer sur la fonction base bossage extrudé. Le logiciel réagit tout à fait normalement en demandant mais quelle esquisse extruder? Si je ferme ici, nous étions en mode modification d'esquisse. Je rebascule dans cet état en cliquant sur esquisse ici, éditer l'esquisse. Je pouvais l'esquisse active, aller dans les fonctions, cliquer sur le bossage et automatiquement l'esquisse étant active, il extrude sur celle-ci. Bien entendu, quand l'arbre ici, le panneau, se remplit avec la fonction que vous avez choisie, vous avez ici, en cliquant sur le petit plus, le même arbre ici qui se répète, afin de vous permettre de faire des sélections justement qui ne peuvent plus être faites du fait que le panneau ici est visible. On peut très bien le refermer en recliquant sur le moins. Mon contour s'est placé en vue de dessus, l'extrusion a un aperçu jaune. J'ai immédiatement ici, je le vois dans la zone graphique, une flèche qui apparemment permet de faire varier la profondeur ici. Si vous regardez sur la gauche là-bas, vous avez cette valeur qui se met à jour ici. Cela signifie donc qu'on peut également ajouter directement une dimension ici. Je peux taper tout simplement 60 par exemple. Un simple clic dans le vide ici, petit zoom au mieux pour recentrer mon objet, me met à jour mon aperçu. Donc notre extrusion peut autant être paramétrée et modifiée directement dans la zone graphique, comme ici dans le panneau, en faisant les différents réglages. La profondeur, et ici les conditions de fin, jusqu'à un sommet, jusqu'à la surface, translaté par rapport à la surface, jusqu'au corps, plan milieu. Certaines de ces options ici nécessitent justement un historique de pièces, afin d'y faire des sélections, comme des points, des arêtes, des plans, des surfaces planes, etc. Certains peuvent être utilisés comme le plan milieu par exemple. Si je zoome au mieux, on voit bien qu'il répartit de chaque côté de mon esquisse ici les 60 mm demandés. Je me retrouve donc avec 30 mm au-dessus de mon esquisse, 30 mm en dessous. Je vais revenir sur borgne, baisser un petit peu la profondeur ici. On avait mis 50, on va faire un cube. Et j'ai d'autres options ici, comme par exemple une dépouille, ce qui peut donner de l'angle à mon volume. Je désactive de la même manière. L'extrusion peut être inversée, en dessous de l'esquisse, au-dessus de l'esquisse. En dessous, c'est comme si vous aviez réglé moins 50. On peut également tirer sur les deux poignées, partir dans les deux directions, avec une certaine profondeur d'un côté et une autre de l'autre. Le fait d'avoir actionné la poignée ici, ça a automatiquement ici activé la case direction numéro 2, sur laquelle je peux également faire et changer les conditions de fin. Certaines, comme je le disais tout à l'heure, nécessitent d'avoir des entités existantes dans notre zone graphique. Également, la fonction dépouille ici, dans la deuxième direction, peut me permettre de donner de la dépouille uniquement dans un sens. Je peux la désactiver. La fonction mince ici. La fonction mince fait de votre esquisse le contour intérieur et donne de l'épaisseur, comme une pièce en profilé. Dans votre fonction mince, vous pouvez régler justement la valeur de l'épaisseur. Mettons 5 mm. Je clique pour mettre à jour, on voit bien que j'ai réduit l'épaisseur. Mon esquisse étant le contour intérieur.
dans la fonction mince également plusieurs options. Ici, inverser la direction. Notre esquisse cette fois se retrouve à l'extérieur. Également ici, condition de fin, une direction, plan milieu. Si je me mets en vue de dessus. Plan milieu, à placer mon esquisse en plein milieu de l'extrusion. Les deux directions, extrude d'un côté et de l'autre, et bien entendu, les valeurs doivent être réglées ici. Si on revient sur du 5 mm, c'est comme si on avait fait un plan milieu. Donc voilà pour la fonction mince. Je vais rester dans une seule direction. Zoomer au mieux. Une autre boîte de dialogue ici importante, c'est la première, 2. Par défaut, plan d'esquisse. Le plan d'esquisse, le plan de dessus que j'ai sélectionné et sur lequel j'ai créé mon esquisse, mon carré. L'extrusion se fait donc à partir de ce plan. D'autres options s'offrent à moi. J'aurais pu extruder en partant de une surface, une face, ou un autre plan, d'un sommet, et je peux également créer un décalage. Décalage par exemple, cette option je vais pouvoir la montrer, car elle nécessite aucune autre entité, contrairement aux autres. Surface, face, plan et sommet. Décalage. Ici, la distance de décalage est de 0 mm. J'incrémente de 10. On voit bien ici que l'extrusion ne démarre qu'à 10 mm dans mon esquisse. Si je me mets en vue de face, on voit bien ici les 10 mm. L'extrusion démarre donc avec ce décalage. On peut inverser le décalage, 10 mm, mais sous l'esquisse. Voilà donc. Un tas d'options ici qui permettent vraiment d'ajuster votre fonction, le bossage extrudé que nous venons d'aborder dans cette leçon. Donc je vais affiner maintenant moi les réglages comme je le souhaite. Déjà, je désactive la fonction mince. Je reviens ici en plan d'esquisse. Je reste bien sur du 50, je passe en vue isométrique. Je veux quand même une direction de uniquement 10 mm. Et je valide soit ici, soit dans le coin. Un petit zoom au mieux pour centrer mon modèle. Alors notre premier volume extrudé apparaît maintenant dans l'arbre ici, boss extrude 1. Le petit plus me permet d'accéder à l'esquisse. Donc la fonction ici est reconnaissable par l'outil, par l'icône, pardon. Pareil pour l'esquisse, le crayon qui trace. L'esquisse 2 a permis d'obtenir le bossage extrudé numéro 1. Je peux donc avoir à modifier soit la forme, donc l'esquisse, soit la profondeur ici, et donc l'ajout de matière dans la fonction ici. Pour éditer l'esquisse, clique sur esquisse, éditer l'esquisse. On est en plein dans l'esquisse, on peut donc par exemple modifier une dimension, on va mettre 60. Comme les quatre côtés sont égaux, ça se met à jour. On peut très bien rajouter des contours, hein, ici, revenir redessiner, etc. On valide. Voilà, le modèle est mis à jour. Je veux maintenant agir et modifier la profondeur. Je clique sur le bossage une fois et je vais sur le petit bouton ici, éditer la fonction. Voilà, cette fois je reviens bien ici dans ma fonction bossage. Je peux donc par exemple réduire un petit peu ici la profondeur. Je valide. Voilà comment donc réaccéder aux différentes fonctions et esquisses afin de les éditer et les modifier. On peut très bien aussi faire des modifications directement dans la zone graphique. Si je clique sur une surface, j'ai un certain nombre de dimensions qui apparaissent, comme ici la cote de 40, la fameuse cote de 10, vous vous souvenez, l'extrusion de 40 d'un côté, 10 de l'autre, on avait agi sur deux directions. Ici le côté de 60, donc ça veut dire que je peux tout modifier également ici. Double-clic sur une des cotes, 40, je valide, il ne se passe rien. Effectivement, il faut reconstruire. Je clique sur le feu vert ici. Mais ce petit feu vert, on l'avait également directement dans la boîte de dialogue de la cotation. Je clique. Modifier par exemple ici, la hauteur ici. Double-clic, 60. Entrée. Ça se met à jour automatiquement. Pour les codes d'esquisse par contre, double-clic. Vous voyez le feu vert, il est ici. Donc là, si je remets 50 par exemple, je clique d'abord sur le feu vert, la mise à jour est faite, je peux maintenant valider. Petit zoom au mieux. Quand je clique sur une surface, j'ai également, au niveau des dimensions, des poignées ici, des petites boules bleues là.
et une flèche verte ici. La flèche verte, vous voyez directement, vous agissez sur la fameuse profondeur. Les petites boules bleues ici, vous agissez sur la cote sur laquelle vous tirez. Vous voyez, là on agit sur la direction numéro 2. Ici on aurait pu agir sur la taille du carré. Et comme on a fixé des bonnes relations d'égalité, on a une modification qui se fait quand même de manière intelligente. Par contre, si je veux modifier la forme ici, comme par exemple ajouter une dépouille, alors je vais réduire ici un petit peu quand même. Je suis quand même obligé, je peux cliquer droit sur la pièce pour accéder à éditer la fonction, ce que j'avais eu exactement en venant ici aussi. Donc là, directement sur la pièce, ça marche aussi. Je clique sur éditer la fonction et je vais ajouter une dépouille ici sur l'extrusion dans la direction 1 de 10 degrés. Je valide. Voilà, donc la dépouille, on ne pouvait pas la modifier autrement qu'en éditant la fonction. À présent, le fait d'avoir ajouté la dépouille fait que si je reclique sur la pièce, cette fois j'ai une cote de plus. C'est la cote qui concerne la dépouille. Je peux agir sur la poignée ou double-cliquer sur la valeur pour la remplacer ici par exemple 20 degrés entrée. Voilà ce qui conclut donc ce tutoriel sur l'utilisation de la fonction bossage extrudé.